Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars 2017. Le titre du jour est chute indicielle logique. Alors pourquoi est-ce que cette chute indicielle est logique? Eh bien tout simplement parce que la réforme de l'Obamacare n'est pas passée. Donald Trump essuie son premier échec. Donc bien évidemment cela déçoit les opérateurs. Les investisseurs anticipent que Donald Trump pourra avoir plus de mal à passer ses lois, ses projets, et c'est la raison pour laquelle donc on a des indices qui sont sous pression. Chute indicielle logique également puisque depuis l'élection de Donald Trump, ça fait bientôt 5 mois, les marchés n'ont fait que monter. Et depuis déjà 2-3 semaines, on manquait de puissance, on manquait de dynamique et on avait vu que cela piétinait aux indices et qu'une consolidation ne serait que logique. Et puis en plus de tout cela, mardi dernier a quand même été très clairement donné un signal baissier pour la première fois depuis l'élection de Donald Trump. La semaine dernière, j'ai quand même passé toute la semaine à vous expliquer que mardi dernier, les US ont donné un signal, que mercredi, jeudi, vendredi, c'était des pullbacks et une stabilisation avant une éventuelle reprise de la baisse. J'ai jamais reçu autant de messages de personnes sur Twitter pour me dire « Mais non, c'est haussier, le CAC monte, ça tient bien, tout va bien, dadali, dadada. » Que les choses soient claires. Je pense être un des seuls analystes techniques boursiers factuels qui, depuis l'élection de Donald Trump, ne vous a jamais, j'ai bien dit jamais, parlé d'un seul signal baissier sur le S&P 500. C'était un exercice pour moi, c'était un jeu, j'ai attendu gentiment, j'ai attendu 4 mois et demi avant que, pour la première fois, l'indice US, le S&P 500, casse un support la semaine dernière quand il a cassé les 2360 points. Et depuis, et tant qu'on sera sous les 2360 points, le S&P 500, qui est l'indice directeur américain, est baissier, peut donc continuer de baisser et peut ainsi entraîner le CAC et le DAX. Et si vous pensez que le CAC et le DAX peuvent monter seuls sans les US, je pense que vous apprendrez rapidement à vos dépens que ce n'est pas le cas. Bien évidemment, nous sommes lundi, il y a un peu d'aversion au risque, donc attention à ne pas non plus trop céder à une éventuelle panique ou un certain pessimisme. Je ne suis pas extrêmement pessimiste sur ces marchés, simplement on vient d'enchaîner 4 mois de hausse, on a les chiffres d'inflation qui devraient désormais se stabiliser, voire rebaisser avec la baisse du pétrole. On a Theresa May qui va passer le Brexit en Angleterre, on a Trump qui échoue à avancer sur ses différents projets. Donc voilà, on manque un petit peu de bonnes nouvelles à court terme et il ne serait pas mauvais qu'on continue de consolider un peu sur les indices boursiers. Bienvenue à tous donc pour ce point du lundi matin. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et également ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 accélère sous les 2360 points, support cassé la semaine dernière. Le CAC reflue de nouveau sous les 5000 points, sous pression baissière, l'appétit pour le risque s'atténuant. Le VIX a rebondi de 15% la semaine dernière, soit sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la hausse de fin décembre. Donc, attention, qui dit que le VIX monte dit que les marchés, les opérateurs sont un peu plus stressés. Preuve en est, l'or retrouve ses plus annuels à 1260 $ grâce à l'aversion au risque en place. Le pétrole WTI perd 1% à 47 $. Il est toujours baissier, toujours sous pression, comme je vous le répète depuis 2 semaines ici également. Le cuivre chute de 1,6%, c'est la plus forte baisse des matières premières
car la crédibilité de Trump en prend un coup. En effet, le cuivre a profité en fait de l'effet Trump après les élections. Les opérateurs s'attendaient à ce que Trump lance des grands travaux et à ce qu'il fasse donc monter la consommation et donc les prix des métaux. Et étant donné que les projets de Trump prennent du temps, eh bien le cuivre en pâtit et il retombe un petit peu. Le dollar américain, lui, perd 3,2% sur un mois, car les opérateurs ont bien compris que les USA avaient monté leur taux, mais qu'ils n'allaient pas non plus se presser à le faire. Janet Yellen n'a pas été si, haussière que cela sur les perspectives de hausse de taux et du dollar. Donc voilà, ça fait maintenant 3 semaines que le dollar est en correction baissière, qu'il est sous pression, et c'est ce qui permet notamment à l'euro et à la livre de décaler contre ce dernier. D'ailleurs, l'euro a réalisé un gap hebdomadaire au-dessus de la résistance des 1,08. La semaine dernière, il est resté bloqué sous ce seuil toute la semaine. Et en fait, on a gapé la résistance des 1,08 ce matin. Alors, à vous dire vrai, je n'ai jamais vu de gap hebdomadaire tenir sur la paire euro-dollar. Ce sera peut-être une première, pourquoi pas. Théoriquement, ce gap, s'il n'est pas comblé, veut nous dire que c'est puissant, qu'on a potentiellement un décalage fort sur l'euro, qu'on gape les 1,08 et qu'on pourrait aller plus haut. Mais attention à ne pas céder non plus aux euphories éventuelles de début de semaine. Un gap hebdomadaire sur le Forex, c'est très rare, donc prudence tout de même ici. C'est haussier sur l'euro, on a cassé les 1,08, théoriquement les acheteurs gardent la main, mais prudence tout de même. En termes d'actualité macroéconomique, selon des économistes, si la BCE essaye de ralentir son programme d'achat d'actifs trop rapidement, les écarts de rendement entre la dette souveraine des pays périphériques et celle de l'Allemagne, considérée comme le pays le plus sûr de la zone euro, pourrait augmenter d'1 à 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la BCE se retire des marchés, ça pourrait faire des vagues. Alors bien évidemment, cette discussion de l'arrêt du programme de quantitative easing de la BCE, je préfère vous le dire, il y a de grandes chances qu'il s'estompe. Parce que, en fait, au mois de février-mars, l'inflation était au plus haut sur un an. Parce que l'année dernière, en février, le pétrole était au plus bas. Et que là, en février cette année, il était 100% plus haut. Donc l'inflation est remontée, donc les opérateurs se sont dit c'est bien, l'inflation remonte, donc Mario Draghi va pouvoir ralentir son QE, on va repartir dans un marché avec de la croissance en Europe, on va arrêter de soutenir artificiellement et puis tout va aller bien dans le meilleur des mondes. C'est un plan, mais pour moi c'est une utopie. L'inflation ne va pas remonter en zone euro, l'inflation core va rester faible, le programme de soutien de la BCE va continuer ad vitam aeternam, tout simplement parce que l'économie européenne ne s'est pas assez bien remise, elle n'est pas assez solide pour pouvoir tenir sans aide, sans réforme structurelle, et que si la BCE arrête son programme de quantitative easing, d'un coup le château de cartes retomberait tout seul, théoriquement. C'est mon avis. Enfin, en Angleterre, on notera que Theresa May a annoncé son intention d'activer l'article 50 du traité de Lisbonne. Le processus du Brexit sera donc enclenché le 29 mars et laissera 2 ans au Royaume-Uni pour clore les négociations concernant sa sortie de l'UE. Alors j'ai Marc qui me pose une question qui me dit « L'activation de l'article 50 pourrait-il faire remonter le FTSE ?» Alors à la base, Marc, c'est quand même pas une bonne chose, hein, l'article 50 et le Brexit. C'est si l'activation de l'article 50 fait chuter la livre que cela pourrait faire monter le FTSE mécaniquement. Maintenant, si tous les autres indices baissent, que les indices américains consolident et que le Brexit est enclenché, je vois mal pourquoi le FTSE monterait. Voilà. Côté entreprise, Casino a décidé de suspendre la procédure de vente de sa participation dans Via Varejo, la filiale de distribution de GPA, le numéro 1 brésilien de la grande distribution. On a British Petroleum qui a annoncé avoir fait une découverte de gaz dans une concession en Égypte. Et puis on a Latécoère qui s'attend à une baisse de 6% à taux de change de son chiffre d'affaires. Donc là, c'est un profit warning.
Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, seulement 2 petites hausses. Vinci qui était le dossier le plus soutenu la semaine dernière, Danone en défensif. Et on retrouve un peu de tout, des matériaux de base, de la construction, des bancaires dans les baisses. Avec 38 baisses sur 40 valeurs du CAC 40, on voit bien qu'il y a un certain dédain, relâchement des sorties des investisseurs à court terme. Côté statistique, rien se joue en statistiques passées, en statistiques à venir. On a l'IFO qui est tombé à 10h. À 11h, la masse monétaire en zone euro, puis sinon demain la dépense des consommateurs en France, donc pas de chiffres économiques d'importance. Enfin, j'ai choisi une figure graphique, un triangle sur le CFD à risque limité sur Amazon en données journalières. Ce triangle montre bien une sorte de situation de latéralisation entre 840 et 860 $. La sortie d'une de ces bornes sera capitale pour la suite. Si on casse les 840 ce soir ou demain, si les US flanchent, eh bien, ça pourrait être un point haut sur le titre Amazon, au moins à court terme. Alors, on va passer sur les indices boursiers. Donc, le S&P 500, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il était avant dans une tendance haussière. Puis, mardi dernier, il a donné un signal baissier, puis mercredi il s'est stabilisé et jeudi il a fait un rebond à 2360 points. Ce rebond s'appelle un pullback. Un pullback est un test d'un support cassé après accélération sous ce dernier. Donc cassure, pullback et recassure ce jour. Est-ce qu'on va avoir un pullback demain avant éventuellement plus de baisse? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce marché, qui est le S&P 500 depuis maintenant 2-3 semaines, est baissier à court terme. Il n'est plus haussier. Il était haussier, il est devenu neutre, il est passé baissier. C'est une première en 4 mois depuis l'élection de Donald Trump. Et ceux qui préfèrent occulter et regarder le CAC 40 en se disant qu'il reste haussier jusqu'ici, ben je pense que c'est un leurre. Donc, le SP500 est baissier jusque nouvel ordre et tant qu'il sera sous les 2360 points, j'ai pas dit les plus hauts du jour, hein. J'ai pas dit non plus la clôture de vendredi. J'ai bien dit 2360 points. Un marché peut très bien stabiliser une semaine, rebondir ensuite et rechuter après. Mais comprenez bien qu'en tendance baissière de court terme, je ne regarde pas les supports. Je regarde les résistances et que tant que les résistances ne sont pas cassées, eh bien, on peut continuer de baisser. Sur le DAX, on a eu le signal baissier mardi dernier, le rebond mercredi, jeudi, vendredi et la rechute ce jour. On est dans un range et on accélérerait potentiellement à la baisse si on cassait les 11 900 points. Sur le CAC 40, c'est la même chose que sur le DAX. On a un signal baissier mardi dernier, un rebond vers les plus hauts, un échec à les dépasser, un gap baissier ce jour. Et si on venait à accélérer sous les 4935-4950 de la semaine passée, on pourrait engendrer une correction et revenir vers les 4850, voire 4008, voire qui sait 4750, 4800, c'est la grosse zone de moyen terme. Je ne vous parle pas d'une correction boursière majeure. Je parle d'une consolidation de marché à l'intérieur d'un marché haussier de moyen terme. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à cela. C'est pas encore fait, ça reste solide, mais voilà. Petit à petit, ça prend le chemin d'une consolidation et les acheteurs perdent la main. Ensuite, sur les matières premières. L'argent et l'or profitent naturellement de l'aversion au risque. L'or gagne plus de 1% et retrouve ainsi ses plus annuels. Et si ces plus annuels sont dépassés, si l'aversion au risque continue, ben on pourrait très bien continuer sur cette route sur les cours de l'argent. Les cours du riz, ils sont neutres. Ils sont haussiers sur 15 jours, neutres sur une semaine. Et on attend de voir si les acheteurs relancent la tendance. Le pétrole, il est baissier, et tant que vous n'aurez pas un accord digne de ce nom ou une baisse des stocks de pétrole,
Et bien, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, c'est baissier. On peut continuer de baisser en direction des 45, voire des 43 $. Le gaz naturel est une des rares matières premières haussières. Il a gapé à la hausse ce matin, à voir s'il comble son gap ou pas. Et puis le cuivre, comme je vous le disais, le cuivre est dans une tendance baissière depuis à peu près un mois. Et vous pouvez matérialiser cette tendance baissière par un canal qu'on avait vu ensemble la semaine dernière. Et tant qu'on est dans ce canal, ça reste baissier. Enfin, les devises. Sur les devises, la UD-USD devrait profiter de la reprise des métaux. L'euro-dollar, comme je vous le disais, a opéré un gap haussier puissant au-dessus des 1,08. Et tant qu'il est au-dessus des 1,08, 1,0820, c'est fortement haussier. La livre, c'est la même chose. Malgré le Brexit, malgré tout ce qu'on peut en dire, ça fait 15 jours qu'elle monte. Et il n'est même pas certain que l'article 50, son déclenchement, fasse baisser la livre. Enfin, une pierre angulaire pour l'or et les paires de devises, notamment celle en dollars. Voici le dollar index qui est baissier depuis un mois. Tout comme les indices boursiers américains, il a consolidé en fin de semaine dernière avant de repartir à la baisse. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, les vendeurs ont la main. Seule une cassure de résistance inviterait à revoir ce scénario et à anticiper, à matérialiser, à discuter d'un éventuel retournement haussier. Robert me dit, vois-tu un support sur lequel on pourrait stabiliser sur les indices? Non, Robert, je ne regarde pas les supports, je regarde les résistances. Tant qu'on est sous des résistances, je suis baissier. Regardez, les supports ne permet que de se donner des objectifs et potentiellement de couper trop tôt et voire même d'acheter un support si à un moment il tient. Alors que des supports testés sur lesquels on peut rebondir, il peut y en avoir beaucoup. Ce qui compte pour les baissiers, c'est qu'on ne casse pas de résistance. Tant qu'on ne casse pas de résistance, on peut casser des supports. Manu me dit, est-ce un gap de rupture sur le 440? Effectivement, Manu, si ce soir on clôture là où on est actuellement, si on n'arrive pas à remonter, voire même si on enfonce à la baisse, c'est potentiellement un gap de rupture baissier sur le 440, avec à la clé une sortie de range par le bas et une rupture de tendance haussière. Bernie me dit, quid de l'euro-yen? Alors on va regarder ça. L'euro-yen, il doit moins, ouais, il ne profite pas en fait de la hausse. L'euro-yen en fait est solide parce qu'il y a l'euro dedans, mais il pâtit de la baisse des indices et de l'appétit pour le risque. L'euro-yen, en fait, est une pâle copie de l'USD-yen. Parce que les indices baissent, parce que le dollar est faible, parce qu'il y a de l'aversion au risque, le dollar-yen baisse. Or, l'euro-yen, la livre-yen, la UD-yen, etc. sont corrélés à cette paire. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez l'euro-dollar qui explose et l'euro-yen qui se fait exploser. Parce que d'un côté, vous avez donc... L'euro-dollar, c'est l'euro qui monte, qui est fort, et un dollar faible en ce moment. Donc les deux font que la hausse est violente. L'euro-yen, vous avez un euro fort, mais un yen encore plus fort. Donc l'euro-yen baisse. Julien me dit, est-ce que l'argent peut rattraper l'or? Alors tant qu'on est dans un marché de consolidation, puisque c'est ce qu'on est actuellement, dans une consolidation... vous avez l'or qui continue de surperformer, etc. Mais si à un moment devait y avoir de la panique et si la hausse des métaux devait s'accélérer, c'est à ce moment-là où, quand on passe d'une consolidation à une correction baissière forte, là vous pouvez avoir l'argent qui rattrape l'or. Marc dit, la Deutsche Bank parle d'une paire GBP-USD à 1,06, qu'en pensez-vous? Merci Marc pour cette conclusion que vous m'apportez sur un plateau. Qu'est-ce que je pense de la Deutsche Bank qui vise 1,06 sur la livre? Eh bien, j'en pense la même chose que la Deutsche Bank quand elle visait sous la parité sur l'euro.
les banques changent toujours, enfin changent souvent d'avis à la baisse quand on est au plus bas. Sur l'euro, l'année dernière, vous avez énormément de banques qui ont dit on vise sous la parité, ça va baisser, l'euro doit chuter, etc. Résultat des courses, l'euro a tenu et il est même remonté de 1,04 à 1,08. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense, moi, des banques et des avis sur le Forex. Déjà, d'une part, les banques sur le Forex sont bons une fois sur deux. Et généralement, quand elles revoient leurs avis à la baisse, encore une fois, alors qu'on ne fait que baisser depuis et que le pire peut être passé, eh bien, j'ai tendance à me méfier. Voilà, sur ce, c'est lundi, prenons nos marques, mettez à jour vos graphiques, lisez l'actualité, ne vous pressez pas. Notez la distinction entre les indices US et européens. Les indices européens sont plus forts, les indices US sont plus faibles. Ça arrive et ça peut être mis à profit si on y réfléchit bien comme il faut. J'avais encore une question de Hervé. Hervé qui me demandait sur le jus d'orange ce que j'en pense. Ah, on n'a pas encore le jus d'orange en CFD sécurisé, Hervé, ni les bovins engraissés. Bah, vous savez quoi? Je vais voir avec nos services quand est-ce qu'ils vont être intégrés au plus vite, comme ça je pourrai vous en faire l'analyse. Voilà, sur ce, c'est début de semaine, prenez bien vos marques, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de matinée, et je vous retrouve à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.